Bonjour les sportifs, bonjour les runners, bonjour au petit monde de la course à pied, monde qui n'est plus si petit que ça. Je me trompe en disant que vous êtes un petit monde de la course à pied puisqu'on compte des millions de participants. C'est Seb et je suis ravi de vous retrouver pour le 15e épisode du podcast À côté de mes pompes. Épisode où je vais être seul aujourd'hui à enregistrer, je n'ai pas d'invité, mais si je faisais un retour donc sur le précédent épisode, je dois avouer que la satisfaction est là d'avoir pu intégrer un invité en la personne de Sébastien sur ce podcast, puisque l'échange est quand même beaucoup plus dynamique. Vous avez été nombreux à me le remonter, ça apporte quand même beaucoup plus d'échanges, beaucoup plus de vivacité dans l'épisode, donc ce sera quelque chose qui va se reproduire avec, là aussi vous l'avez fait remonter, une amélioration de la qualité sonore, puisque par moment l'épisode n'était pas toujours très audible, donc je serai vigilant pour vos oreilles et vous permettre d'écouter les prochains épisodes avec invités dans de bien meilleures conditions. Alors aujourd'hui, 15e épisode, nous allons évoquer un sujet qui va nous occuper pour quelques semaines, voire quelques mois, avec l'approche d'une saison qui est un petit peu plus maussade. Fini l'été, on va basculer dans une période qui est déjà l'automne, avec ses magnifiques couleurs automnales, mais également l'arrivée de la pluie, du froid, du vent, et encore plus quand l'hiver va s'installer. Et aujourd'hui, je voulais vous transmettre 5 conseils pour que vous puissiez continuer à pratiquer la course à pied dans de bonnes conditions et en essayant de déjouer un petit peu ces aléas qui peuvent parfois nous bloquer, nous faire changer un peu d'orientation sur nos entraînements. Donc on va balayer 5 conseils pratiques sur cette période, puisqu'en plus on change d'heure à la fin du week-end, et donc là on intégrera un paramètre supplémentaire, à savoir comment courir si on est amené à s'entraîner tard le soir ou tôt le matin, donc plutôt à la nuit. Et j'aurai un petit bonus à vous faire partager. Alors c'est une lecture qui est un livre qui trône dans ma bibliothèque depuis quelques mois maintenant, donc je vous en parlerai tout à l'heure, pour vous permettre toujours d'optimiser, d'améliorer votre pratique. Alors là c'est un livre qui n'est pas consacré directement à la course à pied, mais vous comprendrez que le lien est quand même très proche avec cet ouvrage. Avant d'entrer dans le vif du sujet et d'attaquer ce 15e épisode, je voulais faire un petit coucou à mes athlètes du groupe du mercredi soir, séance durant laquelle nous réalisons du renforcement musculaire et de la course à pied. On enchaîne différents tours, on va faire quelques exercices de renforcement musculaire, enchaîner avec 500, 600, 700 mètres de course à pied. Un petit coucou à vous pour vous remercier de votre motivation, de votre énergie, de votre dynamisme, parce que c'est important. La course à pied c'est peut-être un sport individuel, mais ça se partage également en groupe, donc merci à vous pour ces bonnes séances que l'on réalise ensemble. Eh bien c'est parti, allons-y pour ces 5 conseils consacrés à la course à pied pendant ces périodes un petit peu compliquées que sont l'automne et l'hiver. Vous allez voir, vous allez pouvoir continuer à courir même si les conditions météo ne sont pas bonnes. Alors la thématique de l'épisode du jour, qui consiste à vous présenter quelques conseils pour affronter l'hiver, elle est venue assez spontanément suite à la séance du mercredi, où avec quelques-uns des coureurs qui composent ce groupe, on s'est fait la réflexion que la semaine prochaine, avec le changement d'heure, la séance ne s'effectuerait pas à la lumière du jour, mais avec la frontale. Elle va être de retour. Ces équipements que l'on range au fond d'un placard et que l'on ressort l'hiver vont de nouveau être utilisés. Donc il faudrait que je pense à vérifier les piles de cette lampe frontale pour pouvoir justement réaliser ma séance. Alors, ça m'a donné l'envie de parler avec vous aujourd'hui de ces quelques conseils que je pourrais vous donner, que j'applique quand l'automne arrive, quand l'hiver s'installe de plus en plus. Et bon, jusqu'à présent les températures sont plutôt clémentes, mais je m'attends à ce que le thermomètre descende dans des températures proches de 0 prochainement. C'est très agréable au niveau des couleurs de voir la forêt se parer de jolies couleurs orangées, rouges, mais c'est annonciateur avec la tombe des feuilles que la saison d'automne s'installe et que l'hiver approche. Alors,
J'aurai 5 conseils à vous transmettre pour cet épisode. Le premier, quelque chose qui est important et que vous devez faire pas seulement l'hiver mais également en période estivale, c'est d'apporter un soin important à votre échauffement. En effet, quand les températures commencent à se rapprocher de zéro, il va falloir être très vigilant avec la montée en température de votre corps, donc l'obligation de soigner votre échauffement. Alors quand je dis soigner, c'est potentiellement de le rallonger un petit peu avant d'entamer notamment une séance de fractionné. Ce qui peut être intéressant, c'est de le préparer et de se dire, voilà, dans l'échauffement, je vais mettre en place peut-être 5 minutes supplémentaires où je vais effectuer quelques gammes. Quand j'entends gamme, c'est des montées de genoux, des talons-fesses, des passes chassées, tout ce qui va permettre finalement à votre système articulaire mais également cardiovasculaire d'être opérationnel pour la séance qui va suivre. Alors ce que je fais moi, c'est que bien souvent, je commence par quelques automassages à la maison avant même d'aller finalement enfiler les chaussures. Je me prépare tranquillement et puis j'effectue quelques assouplissements, quelques étirements. Très passif, il s'agit pas de mettre vraiment les articulations et les muscles en tension, mais d'apporter déjà une certaine préparation en étant à l'intérieur, en étant dans un contexte chauffé, ce qui permet de se conditionner avant même que l'on mette le nez dehors. Donc c'est ce premier point que je considère comme un élément important, à savoir l'échauffement qu'il faut soigner et sur lequel vous ne pouvez pas mettre cette étape-là de côté. Partir aujourd'hui sans un échauffement, vous allez risquer déjà d'avoir une séance qui sera beaucoup plus difficile parce que vous allez attaquer rapidement donc au niveau de l'effort. Et à côté de ça, vous vous exposez à des blessures beaucoup plus rapides parce que un muscle ou des tendons qui ne seraient pas suffisamment échauffés, donc beaucoup moins élastiques, les tendinites, les claquages, risquent de poindre le bout de leur nez assez rapidement. Soyez relativement méthodique. Chaque séance doit comporter 3 temps. Ça, je vous l'ai déjà évoqué. C'est un temps d'échauffement. Après, vous faites votre cœur de séance, que ce soit du fractionné ou des choses un petit peu plus longues au niveau de vos fractions. Et ensuite, on passe sur une séance de retour au calme. Donc, mais la plus importante des parties de votre séance sera malgré tout celle de l'échauffement. Donc voilà le premier point que j'aimerais justement vous faire part, cet échauffement qui doit être en plus effectué non pas à une vitesse très importante. Quand on dit échauffement, on va commencer peut-être pour certains par de la marche, ensuite on se met à trottiner tranquillement et ce n'est qu'ensuite que l'on va pouvoir au fur et à mesure de cet échauffement, monter en vitesse, apporter donc, comme on disait tout à l'heure, les petites gammes qui permettent au système articulaire et cardiovasculaire de se mettre tranquillement en place, et ensuite peut-être finir par 2, 3 ou 4 accélérations pour vraiment être prêt pour votre cœur de séance en fractionné ou si vous avez une course par exemple. Il serait, je pense, un petit peu suicidaire de partir sur une grosse séance ou sur une compétition sans même avoir échauffé votre corps. À l'image d'une voiture, on va pas appuyer pied au plancher sur l'accélérateur alors que votre voiture est froide. Et pour votre corps, on va appliquer exactement cette même méthode. Donc voilà pour ce premier point qui, à mon sens, doit vraiment faire partie de vos points de vigilance pour votre pratique régulière de la course à pied. Vous éviterez de toute façon, avec un bon échauffement, toute blessure type claquage. Je discutais avec l'entraîneur de mon plus jeune fils qui évoquait justement une blessure au tendon d'Achille. Il me dit ça a claqué comme ça sans signe avant-coureur. Et en fait, il avait peut-être un échauffement qui n'était pas suffisamment donc important.
Là, on était sur un match de foot, ce qui est un contexte encore autre, mais on est sur une phase de course à pied, sur une accélération. Son tendon a lâché. Donc preuve que peut-être l'échauffement n'était pas suffisamment long. Alors, le deuxième point maintenant que je voulais aborder avec vous concerne plutôt l'habillement. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour s'habiller sans avoir trop chaud ni avoir trop froid? Alors je dirais que déjà il va falloir peut-être observer le thermomètre, puisque c'est lui qui va vous indiquer un petit peu combien de couches vous allez pouvoir porter. Actuellement, en cette période automnale, je pars avec un t-shirt manche courte et puis une veste, qui est bien souvent la veste du club, qui me permet, une fois que l'échauffement est réalisé, de poser la veste et de courir, on va dire, librement, sans avoir trop d'épaisseur sur le haut du corps. Quand la séance est terminée, je remets la veste et donc je repars sans avoir froid. Donc ça, c'est la situation où la température est encore acceptable, il fait pas encore trop froid et vous pouvez vous permettre encore le port du t-shirt manche courte. Mais quand les températures vont baisser et qu'elles vont se rapprocher de zéro, voire basculer sous cette barre fatidique et devenir négative, il va falloir avoir une autre solution pour ne pas avoir froid sans avoir trop chaud. C'est un petit peu l'équilibre qu'il faudra justement observer. Alors la règle, c'est bien souvent, vous l'avez déjà peut-être entendu, c'est il faut porter 3 couches. Alors qu'est-ce que c'est que ces 3 couches? On va se poser déjà la question du matériau. C'est-à-dire qu'on va pas prendre des t-shirts en coton qui ne sont pas du tout respirants et qui vont à terme garder l'humidité. Quand vous allez commencer à monter en température, à faire votre fractionné, à être dégoulinant de sueur, vous allez avoir le t-shirt qui va être mouillé. Donc le coton, c'est pas la bonne option. Vous pouvez, pour la première couche, et c'est ce que j'utilise, aller déjà peut-être dans un magasin spécialisé. Donc de notre côté à Orléans, on a le magasin Running Conseil qui propose toute une panoplie de textiles techniques pour la course à pied. Et on peut trouver, c'est ce que j'utilise moi, des marques comme Odlo ou Craft qui sont spécialisées également pour les sports d'hiver. Et vous avez des t-shirts qui sont vraiment très près du corps, très moulants, qui permettent, quand les températures deviennent beaucoup plus fraîches, d'avoir un t-shirt près du corps qui va avoir deux fonctions, à la fois de garder donc la chaleur corporelle, mais avec l'avantage de pouvoir évacuer la transpiration. Ensuite, si on est sur une course, vous allez mettre tout simplement en deuxième couche un t-shirt qui sera peut-être le t-shirt de votre club ou un t-shirt technique, type manche courte, ça c'est pas quelque chose d'impossible. Et par-dessus, donc notamment pour l'échauffement, on retrouve une veste qui sera une veste également technique avec peut-être des particularités comme le fait de protéger de la pluie, d'être imperméable. Il existe une matière que l'on retrouve également sur certaines paires de chaussures qui s'appelle le Gore-Tex. Ce Gore-Tex permet au corps d'être protégé de la pluie, puisque c'est une matière qui est imperméable. Alors ce sont des produits qui sont quand même pas donnés, mais si vous êtes des coureurs qui pratiquaient des efforts relativement longs, dans des conditions parfois difficiles, type montagne, ça peut être intéressant d'aller sur ce type de produit, vous le rentabiliserez et vous serez pas frigorifié. Alors, autre détail vestimentaire que vous devez soigner et sur lequel vous devez être vigilant, c'est les différentes extrémités de votre corps. Que ce soit le sommet du crâne, les mains et les pieds, vous devez être en mesure de les mettre à l'abri. Moi-même, qui ne suis pas doté d'une toison capillaire très développée, je mets mon petit bonnet dès qu'il commence à faire froid, puisque au sommet du crâne, c'est un endroit où la chaleur s'évacue assez vite. Les gants, j'en porte un petit peu moins, mais quand il fait très très froid, je dois vous avouer que je suis bien content de les trouver et de permettre justement à mes doigts d'être encore en vie à la fin d'une séance, notamment quand c'est des sorties longues. Au niveau des chaussettes, j'ai découvert pendant l'été, grâce à Johan Stuck,
qui a mis en place donc des chaussettes de trail. J'ai découvert une marque qui s'appelle La Chaussette de France et qui réalise tout un tas de modèles adaptés à votre pratique de la course à pied, qu'il s'agisse de chaussettes de trail, chaussettes de randonnée, chaussettes de course, avec certains modèles qui garantissent justement un maintien du pied au sec, ce qui peut être intéressant si vous êtes là aussi adepte de randonnée en montagne où vos chaussures vont être en contact avec l'humidité. D'avoir les pieds secs, c'est quand même un point intéressant à ne pas négliger. Alors, vous allez me dire, oui, il a oublié une des extrémités. Bah oui, également, les marques ont développé des sous-vêtements qui sont adaptés et qui permettent justement d'être dans une pratique confortable de son sport, qui est une passion. Donc, si ça devient une contrainte, c'est un petit peu moins sympa. Donc, vous voyez, au niveau vestimentaire, il y a toute une panoplie possible et il va falloir l'adapter en fonction des séances. Aujourd'hui, je peux pas vous dire, faut absolument 3 couches, faut absolument 2 couches. Moi, je suis quelqu'un qui n'est pas frileux au niveau des membres inférieurs et des jambes, donc je suis en short bien souvent toute l'année. Si ça commence à faire très froid, j'ai un corsaire, donc c'est 3/4 jambes qui me permettent d'être quand même protégé. Et bien souvent, si c'est une séance de fractionner, parce que j'aime bien avoir de l'aisance quand je pratique ces séances, notamment sur piste, je fais mon échauffement avec un bas de survêtement, et puis quand l'échauffement est terminé, j'enlève tout simplement ce survêtement pour passer en mode short, et la veste que j'avais enfilée donc pour le début de l'échauffement, je la laisse tomber en me retrouvant avec bien souvent 1 ou 2 couches. Donc il faut adapter. Il n'y a pas de règle particulière. On n'a pas non plus la même sensibilité au froid. Il y a des personnes qui vont lors de compétitions être en débardeur short, et puis d'autres qui vont être en mitouflé parce que ils ont besoin de se sentir confortable et d'avoir peut-être 1 couche ou 2 couches supplémentaires. En tout cas, voilà, ne partez pas trop couvert. Il y a la possibilité au fur et à mesure de votre séance de peut-être retirer 1 couche et d'être en aisance. Il faut que vous soyez quand même dans une pratique relativement confortable et que vos mouvements ne soient pas entravés pour courir, on va dire, correctement. Donc ça, c'était le 2e point, plutôt orienté donc vestimentaire. Faites donc en fonction justement de vos habitudes et puis de la température. Ça, ce sera le point qui, on va dire, guidera et dirigera l'habillement que vous adopterez, parce qu'on peut tomber sur de belles journées en plein hiver sans avoir besoin de mettre 3 couches, un bonnet, une paire de gants et des chaussettes en laine. Donc à vous de vous adapter en fonction de la météo. Le 3e conseil consistera à soigner votre visibilité. Alors je vous invite pas à aller consulter un opticien ou un ophtalmo pour contrôler votre vue, quoique ça peut être utile de temps en temps. Non, le propos ici résiderait à vous faire voir et bien voir des usagers de la route, qu'ils soient piétons, cyclistes ou automobilistes, pour éviter tout accident. On tombe dans une période où le ciel est parfois gris, la nuit tombe vite, et quand vous cumulez les deux, ça peut faire des épisodes de brouillard. Et pas plus tard que dimanche dernier, lors de la sortie longue en endurance faite avec un cousin qui était monté à la maison, on est parti et je lui dis on va aller en bord de Loire, ce sera sympa, on va voir le paysage et on va profiter pendant quelques kilomètres. Et là, on arrive sur les quais, visibilité pas plus de 10 mètres. Bon, c'était loupé pour le panorama, donc on a emprunté un chemin qui était suffisamment protégé pour pas être exposé au croisement avec d'autres véhicules. Mais on a rencontré dans cette vallée de la Loire quelques chasseurs. Donc on était quand même équipés de gilets et de vestes suffisamment flashy pour être visible, mais c'est un élément que vous devez prendre en compte, cette visibilité. Être visible de jour, c'est-à-dire avec des textiles qui vont être suffisamment flashy et réfléchissants pour vous permettre d'être vu,
mais également de nuit on va ressortir les lampes frontales qui permettent déjà de voir où on met les pieds. Là où j'habite, il y a des éclairages publics, mais ils ont dû installer des lampes qui éclairent déjà vers le bas en étant de couleur orangée, et donc on voit pas énormément. Quelqu'un pourrait presque s'endormir à côté sans difficulté, tellement ça éclaire peu. Et pour éviter justement toute entorse, toute chute, vous devez opter pour la lampe frontale. Alors moi je suis plutôt sur la lampe frontale, elle est de marque Petzl, ça marche bien, c'est sur pile donc ça s'use quand même assez vite. Les modèles ont évolué, vous en avez maintenant qui sont sur batterie, qui sont peut-être encore plus avec plus d'autonomie. J'ai testé celle que Decathlon propose et qui se met sur le buste, mais la rotation du buste, je trouvais que c'était un petit peu gênant et pas facile à mettre. Donc moi j'opte tout simplement pour la lampe frontale, un gilet type gilet jaune. Hein. Bon alors après ça s'est adapté à la course à pied, ça s'enfile comme un chasuble avec quelques scratchs. Et puis c'est mon épouse qui m'avait offert une petite lampe qui se met soit au bras ou au mollet. Et qui a un côté lumineux avec des diodes rouges, ça clignote ou ça reste fixe, mais ça permet quand même d'être bien vu, notamment quand vous partez sur des séances dans le brouillard ou encore plus de nuit. Alors c'est toujours là je me positionne 20 ans en arrière. Quand j'ai commencé les cours de conduite, ma monitrice d'auto-école m'avait dit « Sébastien, toi qui fais de la course à pied, quand tu pars courir, tu te feras toujours face aux voitures. » Donc, quand je croise des coureurs et qui sont dans le même sens que moi, j'ai parfois envie de m'arrêter et de leur dire non, il faudrait plutôt que vous soyez de l'autre côté, parce que il suffit que la personne ait un casque dans les oreilles ou qu'elle n'entende pas un véhicule qui arrive parce que le vent est contraire, ça peut provoquer quand même de lourds dégâts, et on n'a pas une grosse carrosserie, donc d'être visible et du bon côté de la route, je pense que c'est un conseil qu'il faut adopter. Là, avec le changement d'heure, on va être sur des périodes. Moi qui m'entraîne relativement tard le soir, même si mon emploi du temps me permet d'avoir des créneaux sur le matin, la lampe frontale, le gilet et la petite loupiote à diode rouge fait partie de mon équipement de l'automne et de l'hiver. Donc soyez prudents quand vous partez courir, et si vous faites des séances en ville, choisissez des endroits où l'éclairage public est suffisamment fort pour vous permettre de courir en toute sécurité. Je sais pas s'il y a un trou, un nid de poule, n'allez pas risquer une chute juste pour une séance de course à pied. Ce serait dommage de se retrouver aux urgences après avoir réalisé une séance en course à pied. Alors, 4e point maintenant, on n'y pense pas toujours. C'est quelque chose que l'on met en place l'été, mais l'hiver, on a tendance à délaisser un petit peu. Or, c'est aussi important l'été que l'hiver, c'est l'hydratation. Quand vous partez faire des séances, on se dit il fait froid, je vais moins boire, sauf que le corps, il a toujours besoin d'une forme d'hydratation. On va transpirer, on va donc avoir des pertes en eau, et dans ces cas-là, il faut pouvoir recharger le système hydrique, donc besoin de s'hydrater, même l'hiver. Alors si vous êtes sur une piste et que vous faites une séance de fractionné, ou même sur route, si vous avez un parcours qui est identifié, prenez cette petite gourde, une petite flasque qui vous permettra d'avoir avec vous à portée de main l'hydratation. L'hydratation, c'est un facteur important, parce que si on constate quelques pourcentages de déshydratation ou de manque d'hydratation, vous allez voir que vos performances, elles vont diminuer, mais de façon très très spectaculaire. Alors je sais plus, je crois que c'est 1% de perte hydrique correspondrait à 10% de performance en moins. Et ça ne va que de façon exponentielle par la suite. Donc l'hydratation, même l'hiver, c'est quelque chose d'important. Été comme hiver, je l'ai déjà dit, je me balade avec ma bouteille d'eau et je bois
quelques gorgées par-ci par-là. Ça fait un grand verre, on va dire, par heure. C'est pas impossible. Si vous êtes pas des adeptes de l'hydratation, pour l'hiver, vous pouvez penser au thé. Il y a des choses qui se boivent un petit peu plus facilement qu'un grand verre d'eau, par exemple. Donc ne négligez pas ces apports en eau, que ce soit avant, pendant, mais également après vos séances. Donc ça fait partie du protocole de récupération. Et là, je vous renvoie à l'épisode comment bien récupérer. Donc l'hydratation, voilà, veillez à soigner ces apports-là. En course également, hein, si vous êtes sur une course en plein hiver, il faudra également penser à engloutir quelques gorgées au bout de quelques kilomètres. Donc veillez-y parce que vous vous exposez sans quoi à des blessures, à des tendinites. Les tendinites d'Achille sont bien souvent la cause d'un manque d'hydratation et puis toute autre blessure musculaire, puisqu'on est composé de toute façon en majorité d'eau. Alors, on va aborder le dernier point, à savoir adapter votre entraînement aux conditions météo. C'est pas toujours simple, vous voulez suivre un plan d'entraînement, et puis manque de chance, grosse pluie, du vent en pagaille, et puis vous dites mais comment je vais faire pour, entre guillemets, réaliser ma séance? Moi je vous inciterai à sortir quoi qu'il se passe, quelles que soient les conditions météo. Alors si c'est tempête force 4, on va peut-être se calmer et pas forcément sortir. Si c'est neige et verglas, moi je sors pas. Enfin, si c'est vraiment une fine pellicule de neige, oui, verglas ou grosse période de neige, on va préférer rester à la maison. Mais en adaptant donc votre entraînement aux conditions météo, vous éviterez justement de supprimer une séance. Donc si vous aviez une séance de fractionné, et ça m'est arrivé il y a pas plus tard que 15 jours, on devait être sur la tempête Alex, je crois. C'était les derniers... alors nous on est en plein cœur de la région centre, donc les tempêtes on les subit un petit peu moins, mais c'était un reste de cette tempête, et j'avais des fractions de 30-30 à faire. Première fraction, vent dans le dos, ça passe bien. Je fais demi-tour, fraction vent dans le nez, je dis là ce sera pas possible. Donc j'ai fait une séance de 30-30 sans ma montre, vraiment à la sensation. Donc la séance était plutôt agréable, plutôt réussie au final, mais voilà, il fallait pas que je tienne compte des allures parce qu'elles n'auraient pas été respectées au vu des conditions météo. Donc ne soyez pas trop pointilleux sur votre plan d'entraînement. Vous faites une séance, même si elle ne correspond pas exactement à ce que vous aviez prévu. Vous êtes sorti, vous avez mis le nez dehors, et déjà là, en mettant les chaussures et en osant sortir et en mettant le nez dehors, vous avez fait le plus dur. Donc, soyez quand même satisfait, gardez votre motivation, quelles que soient finalement les conditions météo. Je vous dis, moi, en dehors du verglas et d'une tempête qui dépasserait les 80, 100, 150 km/h, ce qui arrive quand même très rarement, c'est les seules raisons pour lesquelles je ne sors pas. La pluie, le froid, c'est pas des choses qui me gênent forcément, mais après, comme tout à l'heure pour l'habillement, chacun a ses limites, chacun a son degré de résistance. Une fracture de motivation, c'est toujours quelque chose qui peut arriver. Vous avez passé une journée compliquée, il faut pas hésiter à dire aujourd'hui je ne sors pas, mais vous pouvez remplacer par un peu de gainage, par un peu de renforcement musculaire. Il y a toujours quelque chose à faire, donc n'allez pas croire que si vous ne sortez pas, c'est une séance de fichu, vous la rattraperez pas de toute façon. Par rapport à un plan qui serait établi, vous n'aurez pas la possibilité de rattraper cette séance-là. Donc faites autre chose, et si vous avez le courage de sortir et que les conditions météo sont pas bonnes, faites déjà un petit footing, quelque chose qui soit dans la mesure du possible réalisable, et vous en sortirez de toute façon ravi, parce qu'on se sent très bien après avoir fait une sortie, quelle que soit la saison. Alors, si je résume mes 5 conseils, le premier, donc on a dit on soigne l'échauffement, ça c'est quelque chose d'impératif. On ne néglige pas l'échauffement.
Deuxième point, on adapte donc sa tenue vestimentaire à la météo, parce que je peux pas vous dire en hiver mettez 3 couches, si en hiver on a 10 degrés ou 12 degrés en plein hiver, on va peut-être pas mettre les 3 couches. Donc adapter sa tenue vestimentaire aux conditions météo. Le troisième point, je vous ai dit, soyez visible, à la fois donc des utilisateurs, et puis offrez-vous une visibilité pour ne pas vous blesser. Donc lampe frontale, ça peut être utile, notamment pour les personnes qui pratiquent la course de nuit. Quatrième point, donc pensez à vous hydrater, pensez à avoir toujours avec vous de quoi vous ravitailler en eau notamment. Et dernier point, d'adapter votre entraînement aux conditions météo pour toujours garder cette motivation sans avoir la sensation d'avoir loupé une séance. Voilà, ne soyez pas trop borné sur votre plan d'entraînement. Le fait de sortir, c'est déjà très positif. Donc après, si les conditions météo ne vous permettent pas de réaliser votre objectif sur un fractionné, sur un temps en endurance parce que il fait vraiment trop froid, écourtez la séance, mais ne soyez pas trop strict avec vous-même sur ces séances d'entraînement. Donc voilà mes 5 conseils pour continuer à courir, à pratiquer notre passion durant toute cette période un petit peu plus morose, même si certains apprécient l'hiver. Il y a des chouettes moments, des paysages qui sont différents d'une saison à l'autre, mais pour continuer à pratiquer donc notre passion qui est la course à pied. Alors, avant de conclure cet épisode, je voulais vous faire un petit point lecture, un petit bonus. Je l'avais partagé sur Instagram en story puisque c'est un livre que je consulte régulièrement, qui est bien souvent au pied de mon lit dans ma table de chevet. C'est un livre qui s'appelle L'art du mouvement. Donc écrit par Aurélien Broussal-Derval, qui est un préparateur physique, alors plutôt spécialisé en judo et en haltérophilie, mais son ouvrage est une mine d'informations pour vous permettre donc de mieux bouger, d'avoir plus de mobilité, l'art du mouvement, et de peut-être parfois endiguer quelques douleurs, quelques tensions. Donc moi qui pratique les automassages et ces rouleaux, il a tout un tas de conseils à vous donner dans ce livre-là. Je vous mettrai le lien dans les notes de l'épisode. Donc l'art du mouvement, Aurélien Broussal-Derval, c'est une mine d'informations pour à améliorer notre pratique et être toujours dans l'optimisation des exercices de renforcement, de gainage, de pliométrie. En fait, vous trouverez pour toutes les parties du corps un exercice si vous avez des tensions dans la nuque, si vous avez des tensions au niveau des mollets. Il explique tout de A à Z avec donc différentes planches et c'est plutôt bien fait. Il a également donc un site internet avec des vidéos, des podcasts également. Donc si vous voulez vous renseigner, c'est Aurélien Broussal-Derval et le livre L'art du mouvement. Ce 15e épisode touche à sa fin. On a passer une demi-heure ensemble, un petit peu plus. Je vous remercie pour toutes vos écoutes. Le podcast continue à grimper dans les statistiques, les chiffres d'audience sont plutôt bons, donc ça c'est grâce à vous, grâce également aux messages que vous pouvez laisser sur Apple Podcast. Alors c'est 5 petites étoiles qui feront au fur et à mesure monter le podcast dans les classements. Donc c'est important si vous êtes sur le système bien évidemment Apple. Si vous êtes sur Android, il n'y a pas de système de notation, mais vous pouvez malgré tout aller liker, commenter, partager les publications. Alors pour liker et partager, vous avez 2 supports, la page Facebook à côté de mes pompes, mais aussi le compte Instagram à côté de mes pompes, le podcast. N'hésitez pas à me laisser un petit message pour qu'on puisse échanger sur ces différents conseils et que vous m'indiquiez comment vous passez l'hiver sereinement en continuant donc à courir, à galoper, quelle que soit la météo et quel que soit le temps. Pour ma part, c'est une période de vacances durant laquelle j'aimerais justement accentuer la pratique du renforcement musculaire
et du gainage que j'ai un petit peu délaissé, même si j'en fais toujours un petit peu, mais j'avais délaissé sur cette période de rentrée. Et puis préparation d'une course, c'est tombé ce matin, une proposition pour participer à une course dans un format que je n'ai jamais réalisé jusqu'à présent. Donc je vous en dirai plus sur un prochain épisode. Ce sera aux alentours du 15 novembre cette course. Donc voilà, besoin d'une petite phase de préparation, un mois à peu près pour affiner cette préparation vers cette course qui s'annonce bien sympathique et qui je pense aura lieu au vu du format, mais je vous en dis pas plus. Et puis pour ma part, voilà, d'autres invités, d'autres épisodes à venir, donc je vais travailler pour pouvoir enregistrer, vous proposer du contenu, et puis voilà, si vous avez des sujets que vous souhaitez voir traités dans ce podcast, n'hésitez pas à m'en faire part. Pour l'heure, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous souhaite un agréable week-end et je vous dis à la semaine prochaine.